Bonjour, cette capsule va vous permettre de vous familiariser avec les équilibres chimiques. Jusqu'à présent, on a vu que la plupart des réactions chimiques étaient à sens unique, c'est-à-dire qu'elles allaient des réactifs vers les produits. Comme dans le cas qui est illustré à l'écran, CH4 et CO2 vont réagir ensemble pour former deux molécules de CO et deux molécules de H2. Par contre, dans certains cas, la réaction inverse peut aussi se produire où deux molécules de CO vont réagir avec deux molécules de H2 pour reformer les produits initiaux CH4 et CO2. Si on observe la variation de la concentration de chacune des espèces en fonction du temps, au début, on peut faire la réaction où on a uniquement les réactifs, c'est-à-dire CH4 et CO2, et où la concentration des produits est nulle. Au fur et à mesure que la réaction va progresser, les concentrations de chacune des espèces vont varier jusqu'à ce qu'on atteigne l'équilibre, c'est-à-dire où la réaction directe, c'est-à-dire des réactifs vers les produits, va se dérouler à la même vitesse que la réaction inverse des produits vers les réactifs. À ce moment-là, la concentration de chacune des espèces ne changera pas. On va donc dire que la réaction est à l'équilibre. Cet équilibre peut être caractérisé par la constante d'équilibre Kc, qui est une constante d'équilibre exprimée en fonction de la concentration de chacune des espèces. Donc, pour la réaction qui est illustrée, c'est la concentration de CO au carré fois la concentration de H2 au carré, divisé par les concentrations de CH4 et CO2. De façon plus générale, une constante d'équilibre Kc peut être exprimée par le produit des concentrations des produits avec les coefficients stoichiométriques en exposant, divisé par les concentrations molaires volumiques des réactifs, avec encore une fois les coefficients stoichiométriques en exposant. On peut retrouver des équilibres chimiques dans plusieurs situations. Exemple, les réactions en solution, où tous les réactifs vont être dissous dans un solvant. Ici, des solutions aqueuses, c'est-à-dire qu'ils sont les réactifs et les produits sont dissous dans l'eau. Donc, la constante d'équilibre, telle qu'on l'a vu à la diapositive précédente, va être illustrée comme c'est indiqué à l'écran. Les réactions peuvent aussi se produire à l'état gazeux, donc où tous les réactifs et les produits se trouvent à l'état gazeux. À ce moment-là, on ne va pas parler d'une constante d'équilibre en fonction des concentrations, mais plutôt une constante d'équilibre en fonction des pressions, où au lieu d'indiquer les concentrations, on va indiquer les pressions partielles de chacun des gaz. Il existe une relation mathématique entre Kp et Kc. Donc, Kp est égal à la Kc, la constante d'équilibre en fonction des concentrations, fois la constante des gaz, fois la température, avec en exposant la somme des coefficients stoichiométriques des produits moins la somme des coefficients stoichiométriques des réactifs. Finalement, les réactions peuvent aussi se produire de façon hétérogène, c'est-à-dire que certains réactifs ou produits sont soit à l'état solide ou liquide. Ils ne seront pas en solution et ils ne seront pas non plus à l'état gazeux. On a vu précédemment que la constante Kc va être indiquée comme vous le voyez à l'écran, sauf que dans ce cas-là particulier, on considère que les concentrations des solides et les liquides vont toujours être constantes dans la réaction. Elle ne changera pas. On va donc les négliger, on va les enlever de l'équation et la constante d'équilibre devient à ce moment-là l'expression des concentrations des substances qui sont en solution, comme vous le voyez à l'écran. Il peut arriver dans certaines situations où on va mélanger différentes concentrations des substances présentes dans une réaction chimique. L'équation, la réaction ne sera pas nécessairement à l'équilibre. Elle va se déplacer dans un sens ou dans l'autre jusqu'au moment où l'équilibre va être atteint. Pour prédire le sens de l'équilibre, pour prédire le sens dans lequel la réaction va se déplacer, on va utiliser la même équation que l'expression de la constante d'équilibre, sauf qu'au lieu d'utiliser Kc, on va représenter cette équation-là avec Qc, qui est le quotient réactionnel. On va effectuer le même calcul avec les concentrations au moment où on veut déterminer le sens de l'équilibre et on va comparer la valeur de Qc à la constante d'équilibre.
Si QC est plus petit que la constante d'équilibre, la réaction va se déplacer du côté des produits. Donc, la formation des produits va être favorisée. À l'inverse, si QC est plus grand que KC, c'est la formation des réactifs qui va être favorisée. Et finalement, si le quotient réactionnel est égal à la constante d'équilibre, eh bien, ça veut dire que la réaction est à l'équilibre, donc il n'y a aucun des deux sens qui va être favorisé. Prenons un exemple. On a la réaction H2 plus I2 à l'équilibre avec deux molécules de HI à l'état gazeux. On a aussi, dans le problème, la valeur de la constante d'équilibre à 25 degrés Celsius qui est de 617. Supposons qu'initialement, on mélange 1 mol par litre de H2 et 1 mol par litre de I2. Ici, dans le problème, les unités ont été omises simplement pour alléger la diapositive, mais il faut toujours se rappeler que les unités de concentration viennent avec des unités. Première étape à faire, c'est de déterminer dans quel sens notre réaction va se déplacer. On va donc calculer le quotient réactionnel. Ici, puisque la concentration initiale des produits, HI, est égale à 0, on obtient une valeur de QC plus petite que la constante d'équilibre. C'est donc dire que la réaction va se déplacer vers les produits. Donc, la réaction, on avait 1 mol par litre de H2 et de I2. On a une quantité inconnue qui va être consommée et on va avoir une quantité 2 fois plus grande de HI qui va se former. Donc, moins X pour les concentrations de H2 et I2, le moins puisque c'est une variation de concentration négative, les réactifs sont consommés, plus 2X pour le HI, puisque c'est un produit qui va se former au cours de la réaction. Une fois l'équilibre atteint, les concentrations de chacune des substances vont être indiquées à l'écran, donc 1 moins X pour H2 et I2 et 2X pour HI. Étant donné qu'on a la valeur de la constante d'équilibre ainsi que la formule qu'on est capable de déterminer avec l'équation chimique, en plaçant les chiffres dans l'équation à l'équilibre, on est capable d'isoler deux valeurs de x différentes, étant donné qu'on va obtenir une équation quadratique. On va toujours être en mesure de rejeter une des deux valeurs de x, ici 1,09 mol par litre, puisque cette valeur de x-là est plus grande que la quantité des réactifs disponibles pour faire la réaction. Donc, après les calculs, on est capable de déterminer les concentrations de H2 et de I2 à l'équilibre, donc 1 moins la valeur de X qui a été retenue. Et on est capable de faire la même chose pour la concentration de HI à l'équilibre. Il existe différentes situations où on peut perturber un équilibre. Le principe de Le Chatelier nous permet de prédire dans quel sens l'équilibre de la réaction va se déplacer suite à une perturbation. Donc, une des perturbations qu'on peut faire à un équilibre, c'est l'ajout ou le retrait d'une substance. Donc, si on reprend la réaction qu'on a présentée à la première diapositive de cette capsule, donc CH4 plus CO2 donne 2CO plus 2H2, et qu'on décidait d'ajouter du CH4 à la réaction. Donc, en mesurant le quotient réactionnel, on se rend compte qu'une augmentation de la concentration de CH4 dans la réaction va entraîner une diminution du quotient réactionnel. QC va donc être plus petit que KC. L'équilibre va se déplacer vers les produits. Donc, l'augmentation de CH4 force l'équilibre à utiliser ce CH4-là pour former plus de produits. À l'inverse, si on décide de retirer du CO2 de la réaction, on se rend compte que la concentration de CO2, une diminution de la concentration de CO2 va entraîner une augmentation du quotient réactionnel. La réaction va donc être déplacée du côté des réactifs. Si on décide de varier le volume ou la pression de la réaction comme autre source de perturbation d'un équilibre. Donc, encore une fois, lorsqu'on regarde la réaction, on se rend compte que QP, donc le quotient réactionnel, mais ce coup-ci exprimé en fonction des pressions,
est illustrée à l'écran. Donc, une augmentation de la pression, étant donné que du côté des produits, il y a plus de molécules à l'état gazeux, tel que c'est exprimé avec les coefficients réactionnels, on se rend compte qu'une augmentation de la pression, le système va vouloir réagir en diminuant cette pression-là et donc déplacer l'équilibre vers les réactifs. Donc, si le volume diminue, le quotient réactionnel en fonction des pressions va être plus grand que Kp. L'équilibre va se déplacer vers les réactifs. Une troisième perturbation qu'on peut apporter à un équilibre, c'est en variant la température de la réaction. Donc, si on prend la réaction carbone plus CO2 est à l'équilibre avec deux molécules de CO, on réalise que cette réaction est une réaction endothermique, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'énergie pour se produire. Donc, la meilleure façon de tenir compte de la variation de la température, c'est de considérer l'énergie comme un produit à part entière de la réaction, comme une substance de la réaction. Donc ici, le quotient réactionnel exprimé en fonction des concentrations serait la concentration de CO au carré divisé par la concentration de CO2. On ne met pas le carbone étant donné que c'est une substance qui est à l'état solide. Et si on rajoute l'énergie dans l'équation, l'énergie va se trouver du côté des réactifs. Donc, une augmentation de la température va avoir pour effet de diminuer la valeur de QC qui va maintenant être plus petite que la valeur de la constante d'équilibre. Donc, la réaction va se déplacer vers les produits. À l'inverse, une diminution de la température va entraîner une augmentation de la valeur de QC. Donc, la réaction va se déplacer vers les réactifs.